Je m'appelle Cécilia, je suis éducatrice spécialisée dans une école primaire et coordonnatrice d'un camp de jour pour des enfants à besoins particuliers. Le tout à Saint-Laurent, parce que j'habite là, je suis née ici puis je travaille ici. Les jeux de société, pour moi, ça a commencé comme un outil de travail dans mes interventions puis dans mon milieu. Puis tranquillement, pas vite, c'est devenu une façon d'entrer en relation avec les autres, organiser des activités sociales, créer des cercles d'amis. Et j'aime ça, partager ma passion puis faire découvrir les jeux aux autres. Ouais, ben moi je m'appelle Pierre-Luc Soucy, je suis originaire de Beauharnois, puis je suis copropriétaire de la boutique Courageux à Beauharnois. Mon nom est Mathieu Auger, je suis originaire de Beauharnois et je suis le copropriétaire de la boutique Courageux ici à Beauharnois. Salut, je m'appelle Jean Bouletta, puis moi je travaille dans le domaine de la musique. Je suis un grand passionné de jeux. Tout ça. Le jeu, c'est depuis que je suis jeune. J'ai toujours aimé comme aller dans ce monde-là, imaginaire, quand j'étais jeune. On jouait à des jeux, puis on se mettait dans des mondes imaginaires. Puis j'ai comme jamais perdu ça. Puis je trouve que le jeu de société, c'est une bonne façon de se remettre là-dedans. Si chaque fois que tu joues à un jeu de société, tu te mets dans le monde de ce jeu-là. Chaque jeu a comme ça, son monde dans lequel t'es. Fait que moi, c'est vraiment ça que j'aime. C'est aller s'immiscer dans un monde. Donc, les jeux de société, pour moi, ça a commencé autour de 2013. Ma mère et moi, on aime beaucoup sortir, puis participer au festival, puis les activités que la ville peut nous offrir. Puis elle m'a traîné au festival Juste pour rire, qui avait une nouvelle édition de Juste pour jouer, que ça s'appelait, au Complexe des Jardins. Puis on avait accès à une banque de jeux inimaginables et pouvoir se les faire expliquer sur place et les essayer. Puis on a passé des après-midi là, pendant toute la durée du festival. Puis je partais à chaque fois avec des achats aussi. Ça, c'est pendant mes années d'études au Cégep du Vieux-Montréal. Donc, pas très loin, il y avait aussi le Randolph qui venait d'ouvrir ou qui commençait à prendre forme. Donc là, tranquillement, pas vite, après les examens, façon de fêter ou d'aller décompresser un peu, je traînais mes amis là-dedans. Puis ça a fluctué de plus en plus. Je suis passionné de jeux de société, entre autres choses, mais j'aime beaucoup aussi Donjons et Dragons, jeux de rôle, jeux vidéo. En fait, tout ce qui est domaine du jeu, j'aime beaucoup. Ma passion du jeu vient en fait tout petit. Quand j'avais peut-être 5-6 ans, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo en premier, jouer des jeux de société à la maison et tout. Plus vieux, j'ai découvert en fait le jeu de rôle vers 17 ans. J'ai découvert ça relativement tard. Puis en fait, il y a 5-6 ans, j'ai commencé à m'initier à Magic the Gathering, le jeu de cartes. Donc je dirais que ça remonte assez loin, la passion pour le jeu en général. Qu'est-ce qui m'a poussé à partir ça? En fait, moi, j'ai étudié en administration des affaires à l'université. Puis c'est ça, j'avais toujours rêvé de me partir en affaires. Je savais pas trop dans quoi. J'avais des membres de ma famille aussi qui sont des entrepreneurs. Fait qu'il y avait comme une fibre entrepreneuriale dans la famille aussi. Donc là, j'ai fait un petit peu la liste de mes passions. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui m'intéresse? Puis c'est ça, j'aime même réunir avec des amis ou en famille, jouer à des jeux de société, tout ça. Puis là, je me suis dit, est-ce qu'il y a du potentiel là-dedans? Puis là, bon, j'habite à Beauharnois. Il n'y a pas grand-chose dans le coin, tu sais, pour s'amuser, des jeux, de jouets. Fait que c'est de là que l'idée est partie. Puis là, à ce moment-là, j'avais 23 ans. Fait que je me suis dit, écoute, j'ai rien à perdre, je vais l'essayer. J'avais des économies. Fait que je me suis dit, on essaie le projet. J'ai fait une étude de marché aussi. J'ai fait du porte-à-porte dans le voisinage pour voir s'il y aurait un intérêt aussi pour les jeux de société à Beauharnois. La réponse avait été très, très positive. Fait que, c'est là que j'ai décidé de me lancer là, à ce moment-là, en octobre 2015. Il faut dire que moi, quand j'ai commencé à jouer, on était des geeks sales, on était pas cool. Maintenant, avec Stranger Things et compagnie, là, c'est cool de jouer à Donjons Dragons. Fait que nous, on était cool avant. Donc, plus sérieusement, en fait, qu'est-ce que d'important le jeu de rôle, c'est que je trouve plusieurs choses. Ça permet de t'amener à socialiser. Parce que mine de rien, quelqu'un qui est moindrement pas habitué à parler ce genre de choses-là, à Donjon, il faut que tu parles. Faut que tu t'assieds, tu dis qu'est-ce que tu fais. Puis en fait, c'est ça, tu apprends plus à parler, tu communiques avec d'autres. Puis aussi, tu apprends comment dire ça, à prendre des décisions. Parce que mine de rien, ton personnage, tu fais rien que ça dans le jeu. Est-ce que tu vas fuir, est-ce que tu vas combattre, est-ce que tu vas ci, est-ce que tu vas ça. Donc, je dirais que c'est juste intéressant de base pour socialiser, se développer en termes de personnes. Puis pour avoir eu des professeurs que je connaissais à une époque, ils faisaient ça avec des jeunes de 10 ans et moins. Puis le but, en fait, c'est qu'on y allait très très léger. Le but, c'était simplement d'amener les jeunes à parler, à socialiser entre eux, puis à prendre des décisions. Le monde dit Donjons Dragons pour dire jeu de rôle. Fait
Donjon Dragon, c'est un jeu de rôle qui se passe dans un setting fantastique médiéval. Mais le principe du jeu, c'est une personne qui va être le maître de jeu ou la maître de jeu, puis il y a des joueurs. Le maître de jeu va setter un monde, puis les joueurs, ils vont jouer dans ce monde-là. Ça peut être une aventure d'horreur, ça peut être une aventure de détective. Mais ce qui est cool de Donjon Dragon, c'est qu'il y en a qui sont modernes aussi. Il y en a qui font genre des Donjon Dragon que c'est dans le futur. Il y en a qui font que c'est dans Harry Potter. Il y en a qui font que c'est dans Star Wars, Garfield, on sait pas. C'est ça qui est le fun, c'est que tu peux faire un peu ce que tu veux avec ça. Oui, dans ce genre de jeu-là, tu peux avoir le même personnage pendant plusieurs années. Je pense que tu prends l'exemple Vin Diesel. Ça paraît pas, mais c'est un gros joueur de Donjons et Dragons. Ah oui, ça paraît vraiment pas. Mais c'est un gros geek fini. Puis je pense que pendant... Je dis pas de bêtises, je pense pendant 10 ans, il avait le même personnage qui se réunissait avec ses amis. Il y avait tout le temps le même personnage d'une campagne à l'autre. Mais tu vois aussi, dans le jeu, tu peux techniquement mourir ton personnage. Donc tu peux aussi en fait faire plusieurs personnages parce que ton premier personnage s'est fait manger par le dragon. Fait que ça va être très très dur de justifier de comment il va revenir dans la prochaine session. Donc tu peux avoir un autre personnage. Mais oui, tu fais que ça, tu peux avoir le même personnage plusieurs années durant. Ou au contraire, tu peux à chaque campagne qu'on va faire avoir tout le temps un nouveau personnage pour justement voir la diversité, bref, toutes sortes de choses. Je te dirais qu'aussi, c'est que pour le jeu de rôle, en fait, ce qu'il y a d'important, c'est que chaque groupe de jeu de rôle a un petit peu sa propre façon de faire, donc il faut que tu trouves ton bon groupe. Parce qu'il y a des groupes où ils sont très très axés sur le roleplay, là. Ils rentrent à fond dans leur personnage, là. Moi, je suis un paladin inquisiteur, machin, tu sais. Puis t'en as d'autres, c'est non, nous, on est là pour kicker des portes, battre les monstres, faire du loot, s'équiper en conséquence, parce que veux pas, il y a un système de règles, puis tu peux essayer de, on va dire, maximiser les règles pour te rendre très très fort dans le jeu. Donc tu joues plus méta, tandis qu'il y en a d'autres vraiment qui jouent plus en mode roleplay. Dans le jeu, il faut que tu trouves ton bon groupe de base. Puis ensuite, oui, la grosse difficulté, puis la grosse blague qui revient à Magic, le pire ennemi n'est jamais les monstres dans le jeu, c'est l'horaire de tout le monde. Les jeux de société, ils n'ont pas la même place pour moi au travail que dans ma vie personnelle. D'ailleurs, c'est comme deux collections distinctes, parce qu'il y en a beaucoup aussi à l'école, qui sont classés aussi. J'essaie même d'avoir des jeux qui se répètent pas. Je me dis, au pire, je vais leur emprunter un de ma collection, puis moi, je vais leur en emprunter un aussi. Ce qui me fascine autant dans ma vie personnelle que pour le travail, c'est l'univers dans lequel ça peut te faire plonger. C'est comme si on déconnectait de ce qui se passait autour, puis pendant un bon 45 minutes, des fois 1 heure, on rentre dans un jeu, on partage quelque chose avec les autres pour un objectif commun. Des fois, il y a le petit côté aussi de compétition. Je suis pas quelqu'un qui est compétitif dans la vie, mais les jeux de société représentent beaucoup le fait que je veux me surpasser moi-même. Fait que je suis le genre de personne dans mes jeux à savoir, la dernière fois, je l'ai réussi en tant de temps, fait que là, je veux battre mon temps. Ou la dernière fois, j'ai fait tant de points, je vais essayer d'en faire plus. Puis ça peut paraître des fois à la table de jeu avec des amis comme, oh mon Dieu, t'es tellement compétitive puis stratégique, mais je le fais juste dans mon intérêt personnel, puis jamais je veux juste écraser les autres dans le jeu. Au contraire, j'aime ça à la fin de ma game, leur dire comment j'ai fait pour me rendre aussi loin, quoi que ce soit, pour qu'eux aussi se développent. Puis ça fait juste rendre le jeu plus intéressant quand on joue les fois suivantes. Comment je me qualifierais comme joueur? Je suis plus un joueur de jeux légers. Avec les amis, ça va être des jeux qui vont se jouer assez rapidement. Ça peut être des jeux de cartes, des jeux de dés, des jeux pour rire aussi. Là. C'est vraiment ça que j'aime beaucoup. C'est beaucoup avec les amis que j'ai aussi qui sont ce type-là. Puis des fois, c'est ça. Je me fais inviter des fois par des gens pour venir essayer des jeux à la maison. Puis là, ça me permet d'en connaître aussi davantage, d'essayer des jeux que j'avais pas eu nécessairement l'occasion d'essayer aussi. Je dirais que c'est en plus les jeux rapides là, pour avoir du plaisir, quelque chose de léger, puis une belle soirée entre amis ou en famille. Pour une soirée en général, des fois je vais choisir mon monde en fonction du jeu que je veux jouer. Par exemple, j'ai acheté un nouveau jeu, puis je sais que ok, lui, il va aimer ça, elle va aimer ça, let's go, on se fait une soirée avec eux autres. Mais des fois, quand je sais que j'ai un groupe d'amis qui va venir, je vais faire ok, cette gang-là, ils vont aimer ce jeu-là. Je pense que c'est bon de faire un mélange des deux. Tu sais, souvent on fait une soirée de jeu de société, c'est ce jeu-là. Mais je pense que c'est bon d'être capable de sélectionner son jeu en fonction du monde, parce qu'il y a du monde qui vont pas aimer tous les types de jeux. Tu sors un jeu de 4 heures, quelqu'un qui a jamais joué de jeu de société va penser que c'est ça les jeux de société, puis ils vont prendre à dire « Ah, j'aime pas les jeux de société ». Maintenant, il faut juste trouver le bon jeu. C'est comme la bouffe. T'aimeras pas toute la bouffe. Dans les jeux que je m'aventurais pas, là, j'ai déjà un peu mentionné, les gros jeux à développement, c'est comme moins mon type.
Je me souviens d'un moniteur qui pensait que, oh mon Dieu, on allait trouver une passion commune, puis il s'est mis à me parler de ses cartes Magic. J'ai jamais embarqué. J'ai jamais compris. Non. OK, qu'est-ce que Magic? Bon, le jeu, qu'est-ce que, en fait, est Magic? C'est un jeu de cartes où, grosso modo, tout dépendamment du format, mais de manière générale, on affronte un adversaire qui possède un certain nombre de points de vie, puis nous, c'est la même chose. Et nous, en main, on a des cartes qui nous permettent, en fait, de combattre l'adversaire et d'amener son total de points de vie à 0 pour le vaincre. Donc, c'est ça, de manière générale, en fait, Magic, c'est des cartes pour vaincre l'ennemi. Donc, je pense que le jeu a débuté en 1993, il poursuit encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, oui, il y a des milliers et des milliers de cartes qui sont sorties aujourd'hui, puis oui, il y a un aspect collection. Surtout en plus, au début, on l'appelait un trading card game, donc c'est pas un jeu des cartes à échanger, justement pour collectionner, jouer et compagnie. J'en possède une plusieurs moi-même à la maison. J'ai une bonne petite collection, justement, depuis... Ça fait pas longtemps que je joue, mais en 5-6 ans, j'en ai accumulé beaucoup. Donc oui, il y a un côté collection dans ce jeu-là aussi. Magic, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment les mécaniques de jeu. Puis c'est le fun avec les cartes que t'as, faire des decks différents, faire comme oh, j'aime ça faire un deck de gobelins, j'aime ça faire un deck de zombies. Je suis moins fan de collectionner les cartes, ça vient vraiment cher, puis au nombre de jeux que j'ai, à un moment donné, il faut se calmer. Mais c'est ça, je suis pas vraiment tombé dans la collection de cartes rares, mais la mécanique du jeu Magic, je la trouve vraiment intéressante. Souvent, le monde y associe comme les deux, ils font tu joues à Magic, il faut que tu collectionnes les cartes. Non, tu peux te dire, j'ai un budget de 100$, puis je vais jouer à Magic pour 100$. Ça se fait. T'as la fameuse Black Lotus qui peut se vendre, tout dépendamment de son niveau de rareté, son état, qui a 100 000$ aux enchères la dernière fois que je l'ai vu. Oh oui, je sais, ça a l'air bien impressionnant pour du carton, mais oui, c'est le cas. Par hasard, tu dis que ça fait 5-6 ans que tu commences à collectionner ça. Exactement. Juste par hasard, c'est quoi ta carte la plus rare que tu as? T'as-tu des cartes rares? Ou Oui, ben écoute, j'ai un petit cartable à ma maison. Disons que le petit cartable, il est dans les 10 000$ maintenant. Là. Mais je suis pas le plus gros, hein. Je suis clairement pas le plus gros. Là. Il y en a des plus gros que moi encore. Dans ce cartable, moi, personnellement, j'ai plusieurs... Combien de cartes que je possède? J'en ai des centaines. Mais si tu me parles de cartes à très haute valeur, j'en ai peut-être 20-30. Puis là, quand je parle de haute valeur, je commence à parler de 50$ en montant, mais dans ma collection, je sais que j'ai des cartes à plus de 1000$ en fait. Il y a des cartes parce que j'ai été chanceux, il y a des cartes que j'ai ouvertes, ok? Parce que tu peux encore ouvrir des cartes qui, ça valait pas tant cher il y a quelques années, mais que ça a explosé le prix. Donc la carte qui valait 10$ en vaut 200 maintenant, des fois même plus. Et il y a des cartes aussi, c'est parce que je l'ai acheté il y a quelques années parce que ça valait 200$. Mais aujourd'hui, ça en vaut 1000. Parce qu'il y a un petit côté inflation. Il y a une bourse à Magic. Il y a une véritable bourse. Oui, c'est assez impressionnant. C'est un monde en soi. Hein. On se dit, oui, c'est un jeu de cartes, mais oui, c'est un jeu de cartes, mais en même temps, il y a un côté quasiment du trading. Il y a des gens que je connais, ils achètent des cartes parce qu'ils spéculent que cette carte-là va peut-être monter parce que dans tel format Magic, ça va être super fort. Des fois, ils ont raison. Fait que la carte qui vaut 5$ en vaut 50$ en quelques semaines plus tard. Il y en a d'autres se sont complètement trompés. Ils ont dit ça valait 10$. 5 ans plus tard, ça en vaut 2. Donc ça, c'est le phénomène à Magic qui peut arriver. Là, avec ce fameux paquet de cartes que j'ai à plusieurs milliers de dollars, oui, je joue avec, mais attention, je ne joue pas directement avec. Ce qu'on appelle, on fait des proxys. Fait que dans le fond, c'est une fausse carte, mais qui est la même chose. Mais c'est que dans le fond, si je dois l'amener dans un tournoi, moi je peux amener mon cartable et dire, tu vois, je possède la carte. J'ai le droit de m'en servir parce que je l'ai dans mon deck. Même si c'est une fausse, je l'ai en réel. Parce qu'ils sont tellement rendus chers, ces cartes-là, que tu ne vas pas vraiment jouer avec. Mais malgré tout, je veux dire, tes cartes, tu les sleeves, tu mets des protections par-dessus, donc tu les endommages pas. Mais malgré tout, un incident s'est vite arrivé, donc en général, tu essaies de pas trop toucher à ces cartes-là. Parce qu'en fait, à l'époque, il faut se dire, quand ça a commencé, là, personne ne savait que ça exploserait ce jeu-là. On disait, bah, c'est un jeu de cartes comme un autre. Puis quand tu regardes les tournois de l'époque, parce qu'il y en avait qui s'étaient filmés, tu grinces des dents, parce qu'en fait, tu vois littéralement des fortunes se maganer sur des tables. Les gars brassent leurs cartes sans aucune forme de protection. Puis tu dis, bon, là, ça vient de coûter 10 000$, ça vient de coûter 20 000$. Quand j'ai installé mon setup de jeux de société, puis j'ai assumé de les mettre à disposition et vus dans ma maison comme une décoration. Il y avait cette grosse boîte qui est un de mes jeux préférés, qui ne fitait pas dans aucun carré, puis je trouvais ça vraiment le fun que le jeu s'appelle Can't Stop, puis ça représente ce que mes amis me disent tout le temps par rapport à ma collection, comme t'en as assez, ça suffit, puis moi je suis juste comme non, puis j'affiche fièrement combien j'en ai dans ma collection, un petit peu à la blague, puis ça surprend toujours quand les gens viennent jouer.
J'en ai quelques-uns. J'ai à peu près peut-être une armoire de jeux. Puis le restant des jeux, ben c'est ça, je peux les emprunter à la boutique là, avec la collection qu'on a. Puis justement, le fait de me faire inviter par des amis qui, eux, ont acheté des jeux de société, ben moi, ça m'évite de les acheter personnellement. On peut se réunir, par exemple, une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines pour aller essayer ces jeux-là. Fait que ça me permet d'en découvrir, puis sans trop avoir de jeux à la maison. Dans ma collection de jeux, exemple, on mélange Wargame, Donjons Dragons, Magic et jeux de société. 70, 75 à peu près. Un wargame, d'après moi, c'est un jeu de société militaire, tactique, où tu te construis une armée, tu te bats contre une autre armée. Qu'est-ce que j'aime de ça? C'est que faut vraiment que tu utilises des stratégies pour gagner. Faut que tu utilises ton cerveau, tu te creuses, tu vois, ok, c'est quoi la meilleure armée pour me battre sur ce terrain-là? C'est quoi la meilleure armée pour battre cette armée-là? Ça coûte cher. Ça coûte cher les wargames. Fait que si j'avais infini d'argent, je les achèterais tous. Il y a beaucoup de monde qui peigne leur figurines de wargame parce que ça va être vraiment d'une meilleure qualité que celles qui viennent pré-peintes. Mais c'est aussi un hobby qui est le fun. Ça prend beaucoup de temps. Honnêtement, j'en peignais beaucoup avant. Je le fais un peu moins. Mais il y a beaucoup de monde qui aime ça parce que tu peux y mettre ta touche personnelle à ton armée. Fait que moi j'avais des bonhommes, genre j'avais mon commandant quand même, j'avais peint en Bob l'éponge parce que je trouvais ça drôle. Fait que c'est ça, tu mets ta touche personnelle, puis je trouve que c'est aussi plus immersif quand tous tes bonhommes sont peints que quand c'est plein de petits bonhommes gris. Mais c'est ça, c'est long, ça coûte cher de peinture, ça coûte cher de temps. T'en as combien, mettons, des figurines? Puis t'en as peinturé combien? Aïe, j'ai genre... peut-être 1000... peut-être 1000 bonhommes et plus. Je n'ai peint peut-être comme 400. J'ai commencé à avoir un toc pour bien entretenir mes boîtes de jeux de société. Et j'ai un collègue qui s'en est rendu compte au travail alors qu'on venait d'avoir une nouvelle commande de jeux de société. Puis il me dit « Hey, t'as pas encore ouvert le jeu? » Je suis comme « Ben oui, il est ouvert. » Mais c'est parce que le jeu, il était comme enveloppé comme ça. Parce que j'ouvre comme ça avec mon ongle ou un ciseau, j'ouvre le dessous de la boîte. J'enlève le bout de plastique. Puis là, le couvercle de la boîte, il est comme encore protégé. Mais j'estime que t'es d'accord que t'es probablement la seule personne qui fait ça. Oui, comme ça. oui, j'assume. Mais mes jeux vont toffer plus longtemps. Parce que moi, j'ai vraiment, quand j'ai commencé, ben, à l'intérieur aussi pour les pièces, là, parce que, tu sais, ça cogne moins. Mais j'ai vraiment commencé aussi ma collection en me disant... Parce que j'aurais pu continuer de payer des entrées dans les bars de jeux de société puis aller jouer à des jeux qui m'appartiendront jamais. Mais je me suis dit, rendu là, si je les paye, c'est pour pouvoir les utiliser, les réinvestir, puis éventuellement, quand j'aurai des enfants, qui en profitent aussi. Fait que je veux les préserver. Ouais, le fait d'avoir un magasin de jeux de société, ça a influencé mon intérêt envers le jeu. C'est sûr qu'avant d'avoir un magasin, bon, on joue pour le plaisir et tout ça. C'est sûr que quand ça devient ton travail, c'est un petit peu différent en même temps. D'un autre côté, ben, ça m'a permis d'en découvrir beaucoup d'autres jeux, puis vraiment, par exemple, de rencontrer des éditeurs de jeux, des professionnels dans le domaine aussi, voir le processus de création et tout ça. Fait que ça a permis de voir peut-être plus l'envers du décor, le fait d'avoir un jeu de société aussi. Fait que ça a changé la perception, mais c'est ça, la passion est toujours là. Puis, mais je te dirais que c'est différent. Ou en ce moment, mettons, ou même de tous les temps, as-tu un jeu préféré? Ouais, ben le jeu que j'ai parlé, Bang, qui m'a marqué beaucoup. Sinon, ben il y a le jeu qui s'appelle Welcome to, que j'aime beaucoup aussi, où est-ce qu'on est des architectes, puis on essaye d'inscrire des adresses sur des maisons. Puis là, c'est le genre de jeu plus stratégique là, que je parlais, qu'il faut essayer d'optimiser. Là, ces marquages sur la feuille, ça j'aime beaucoup ça. Il y a un jeu que j'ai essayé récemment qui s'appelle Sky Joe aussi, qui est un jeu de cartes où est-ce qu'on va faire on a une grille personnelle de cartes, on va faire des échanges avec la pile du milieu, du centre, puis il faut essayer d'avoir le plus petit score possible à la fin de la partie. Ça c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est accessible vraiment au grand public. Moi, mon jeu préféré, c'est Twilight Imperium. C'est un jeu qui est tellement immersif, qui te fait tellement sentir comme un empereur galactique. C'est un jeu qui mélange politique, qui mélange tactique militaire, qui mélange développement technologique. C'est un des rares jeux où tu vas même voter des lois à travers le jeu. On vote des lois, puis tout le monde est obligé de respecter ces lois-là.
Ça, je trouve ça malade. Quand tout le monde débat ensemble, faire hey, non, faut pas que cette loi-là passe. Mais si cette loi-là passe, j'annihile tes vaisseaux. Fait que moi, c'est vraiment mon jeu préféré. Méga politique. J'adore. Je le conseille. Je le conseille à tout le monde qui est capable de prendre un jeu de 8 heures. Oh my god. 8 heures? 8 heures d'affilée ou? Ça dure de 6 heures à 10 heures. Mais. Puis là, à soir, t'avais un friend qui venait pour que tu y montres. Je vais lui montrer, on va pas faire la partie au complet, je vais juste prendre un petit 1h30 pour lui montrer les règles, puis demain, on commence, puis on joue, là. J'aime vraiment que tu dises, je vais prendre un petit 1h30 pour expliquer le règlement du jeu. Mais on dirait que moi puis ma gang ont justement des jeux qui sont longs, que, genre, tu sais, un jeu d'1h30, on appelle ça un jeu court, là. Pour mon type de jeu de société préféré, je pense que je vais y aller avec ce qui m'a donné la piqûre dans les débuts, puis c'était les jeux de vitesse. Puis personne ne veut jouer avec moi à des jeux comme Jungle Speed, puis Smash Color, puis tout ça. J'aime ça, des jeux d'observation, vitesse. Mais tranquillement, pas vite, je m'ouvre. C'est ça, je suis encore un peu, pas fermée, mais pour moi, un jeu, ça doit être le plaisir atteint rapidement. Donc, les grands jeux à long développement, avec beaucoup de choses sur la table, qu'il y a beaucoup de choses à considérer, c'est peut-être un peu moins fait pour moi. Alors, je suis comme dans l'entre-deux, là, en ce moment. J'en pense à un qui est Calico. J'aime vraiment le graphisme, les petits chats, puis tout. Donc, ça, pour le moment, c'est ce qui est en train d'ouvrir peut-être mes horizons vers des plus gros jeux à développement. Oui, bien sûr. Je vais en fait te parler de la genèse de mon jeu. On va commencer par l'université, premièrement. J'avais étudié en design de jeu à l'université juste pour justement créer du jeu. Il y avait autant de jeux vidéo que du jeu de société. Finalement, après l'université, je me suis plus orienté avec le magasin avec Pierre-Luc, qui lui l'avait déjà lancé quelques années auparavant, donc je me suis joint à l'équipe par la suite. Puis en même temps, avec une équipe de l'université après l'université, on avait décidé de créer un jeu de société. Puis on voulait que ça soit un jeu qui n'était pas un jeu de plateau, puis qui soit accessible à tout le monde. Donc on avait justement pensé à quelque chose qui monte, puis là, en discutant, en fait, on a fini par créer en fait Crazy Tower, qui voici. Puis pour faire simple, expliquer le jeu, ça va être un jeu dans lequel en fait chaque joueur possède des pièces d'une certaine couleur. Puis le but de ces joueurs-là, c'est de se débarrasser de leurs pièces en construisant la tour, tout en respectant les différentes contraintes pour gagner la partie. Puis bien entendu, il faut s'arranger que la tour, elle ne tombe pas. Une fois qu'on avait le prototype du jeu, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est présenté à des éditeurs. Puis en fait, il faut que tu vendes ta salade. Fait qu'en grosso modo, on a vendu notre salade à différents éditeurs. Puis certains ont dit que c'est intéressant, d'autres ont dit que ça ne nous intéresse pas. Puis il y en a un, c'est Snaps Games, qui a fait oui, les gars, ça m'intéresse. Donc grosso modo, on s'est assis ensemble, on a discuté en fait du jeu en profondeur. Puis en fait, une fois ça que ça a été fait, il dit écoutez, il faut que je me renseigne auprès de mes fabricants pour voir si je peux trouver une bonne façon de le trouver à le produire pour que ça soit rentable. Et grosso modo, en fait, après quelques mois, on s'est assis, on a signé un contrat, puis après cela, c'est la partie visuelle, c'est vraiment l'illustrateur de Snaps Games qui s'en est occupé. Nous, en fait, on continuait à tester le jeu pour tester différents designs qu'on voyait avec notre éditeur, pour voir si ça passait ou ça passait pas. Pour donner un exemple, notre jeu, il y avait beaucoup de notions sur la propriété des pièces. Il fallait que ce soit en plastique ou en bois. Parce que c'était très important de le savoir, parce qu'en fait, au niveau de ses manufactures, quand il faisait ses recherches, il fallait qu'il appelle des compagnies qui faisaient du bois, puis des compagnies qui faisaient du plastique. On a testé autant en bois, nous on appréciait ça de base, puis on a testé avec le plastique. Le plastique, ça fonctionnait. Mais il n'y avait pas le fun que le bois avait. Fait qu'on l'a appelé, on a dit, écoute, les deux fonctionnent, mais nous, c'est le bois qu'on veut. Il a dit, c'est beau, je vais appeler, j'annule 50% de mes recherches en termes de fournisseurs, puis je me concentre que sur les fabricants de bois. Puis c'est là, après, par la suite, qu'on a trouvé un intéressant, qu'on a signé le contrat, puis que le jeu est sorti 1 an et quelque chose après. Ben justement, ça permet de développer premièrement le côté social, mais ça dit jeu de société, on va jouer avec les autres, on va interagir avec les autres joueurs, ça c'est une chose. Puis aussi, ça permet de développer différentes habiletés, par exemple, les jeux de stratégie, ça va être peut-être du calcul, l'optimisation, jouer avec des ressources, où est-ce qu'on va placer nos choses, autant pratiquer les chiffres. Des fois, ça peut être des jeux de connaissances générales aussi pour augmenter notre savoir. Il y a plein de choses à faire avec ça. Puis le fait qu'on puisse apprendre en s'amusant aussi, on s'en rend pas compte. C'est pas du travail pour nous. On a du plaisir en même temps. Fait
pour moi, je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre là, par le jeu. C'est vraiment des très beaux outils. Puis, tu sais, les gens qui disent, moi, j'aime pas ça, les jeux de société, je suis pas d'accord. C'est peut-être qu'ils ont juste pas trouvé les jeux qui leur correspondent, les jeux pour eux. Si j'avais quelque chose à dire au monde qui aime pas les jeux de société, moi, quand j'entends ça, c'est j'aime pas les jeux de société que j'ai essayé. Fait que laisse une fan de jeux de société te montrer un jeu, puis je suis sûr que tu vas capoter. Moi, je crois pas aux gens qui disent qu'ils aiment pas les jeux de société, c'est juste qu'ils ont pas trouvé leurs jeux de société qui leur conviennent. Dire que comme t'aimes pas les jeux de société, je me demande si l'enfant, toi, est mort, genre. Essayez pas de faire apprendre des jeux de société à quelqu'un qui aime pas ça avec un jeu à 10 000 règles, parce que c'est sûr que vous le perdez dès le début, là. Puis il faut briser le stéréotype des gens qui aiment pas les jeux de société, que c'est encore les jeux qu'ils avaient quand eux, ils étaient petits, comme le Monopoly. Ben écoute, pour avoir vu ça avec mon éditeur, là, pour voir à quoi ça ressemblait le monde de la création, là, il dit, ce qui arrive avec le nouveau joueur, c'est qu'il aime la nouveauté. C'est vraiment là, ça m'avait bien surpris. La durée de vie moyenne d'un jeu sur le marché, c'est 4 ans déjà. À moins vraiment qu'il fasse des petits, au sens qu'il est vraiment très très apprécié, fait que là, il te le renouvelle. Mais sinon, en moyenne, pourquoi ça fait ça? C'est parce que c'est l'effet de nouveauté, tout simplement. Ça prend comme 4 ans avant qu'il devienne commun. S'il est vraiment apprécié, là, il est renouvelé. Si les gens sentent qu'ils sont tannés, en général, ils n'en achètent plus, fait que ça veut dire qu'ils n'en produisent plus. Mais aussi, c'est que j'avais été surpris de voir que les gens, quand ils achètent un jeu de société, en moyenne, ils vont jouer entre 3 et 5 fois, puis après ça, ils en passent à un autre. Puis ils ne reviennent pas nécessairement. À moins vraiment qu'ils aiment beaucoup, beaucoup le jeu. Mais écoute, tu vois ça au magasin, on voit ça tout le temps, l'une d'eux, là, c'est... Il y a du monde qui arrive, fait, moi je veux pas jouer à ça, mais lui il veut jouer à ça. Puis il dit, moi je peux jouer avec tel groupe, mais je peux pas jouer avec tel autre groupe. Ah, c'est vrai, je pense à la belle famille. Puis là, à chaque fois, c'est comme, là, il y a un gros casse-tête, puis nous, on est comme, on va vous aider, le mieux qu'on peut.